Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour le webinaire Comment optimiser la transmission de votre patrimoine. Je serai accompagné aujourd'hui de Peggy Pinodo, donc responsable succession au sein de la France Mutualiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et je suis moi-même, donc du coup David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière au sein de la France Mutualiste. Au programme de ce soir, nous allons revenir bien sûr très rapidement sur les chiffres que vous avez pu certainement découvrir récemment concernant la France Mutualiste. Nous étudierons dans une deuxième partie effectivement comment anticiper, donc le cœur du sujet de notre animation de ce soir, comment anticiper la transmission de son patrimoine avec un horizon plus long. Nous étudierons bien sûr la solution qu'est l'assurance vie en termes de transmission, avant d'étudier plus spécifiquement, et là c'est Peggy principalement qui interviendra, sur comment passer finalement une génération pour transmettre son patrimoine. N'hésitez pas, en tout cas, pendant la durée de ce webinaire, à poser des questions à l'intérieur du chat. Veillez à optimiser votre écran et vous avez également un bouton qui vous permet d'être rappelé si des fois vous voulez être accompagné par un conseiller pour des questions qui seraient plus personnelles. Voilà. En tout cas, vous êtes nombreux connectés ce soir, donc on essaiera de traiter un certain nombre de questions à la fin de cette intervention et sinon, on ne manquera pas de revenir vers vous ultérieurement. Très rapidement, donc du coup, je disais la France Mutualiste en quelques chiffres. Alors pour rappel, bien sûr, la relation humaine est privilégiée chez nous et on vous rappelle qu'on a un peu plus de 58 agences en France pour un peu plus de 160 conseillers répartis sur l'intégralité du territoire. Nous sommes accompagnés dans nos missions par 260 bénévoles ambassadeurs qui, bien sûr, nous aident à rencontrer et à animer nos adhérents. Vous pouvez disposer de rendez-vous soit en agence, soit à votre domicile ou encore à distance en visio. Et puis, pour les opérations principales à réaliser, vous avez bien sûr accès à un espace personnel sécurisé et nous vous invitons bien sûr à l'exploiter pour les fonctionnalités qu'il vous propose. Rapidement, on revient sur les chiffres clés de 2024 pour la France Mutualiste, qui était cette fois-ci effectivement une année record avec un chiffre d'affaires de 665 millions d'euros de collecte. Donc bravo bien sûr aux adhérents qui nous ont rejoints. Merci à nos adhérents historiques. En tout cas, effectivement, ces chiffres records nous permettent de conforter notre solidité. On l'affiche et c'est peut-être l'élément sur lequel je reviens à chaque fois, mais ce ratio de solvabilité de plus de 250% nous permet de répondre à plus de 2,5 fois à nos obligations réglementaires. Vous voyez ici que nous avons effectivement des plus-values latentes mobilisables de plus d'1,3 milliard d'euros, ce qui nous permet effectivement de garantir nos rendements futurs. Ces rendements sont importants puisqu'ils vous sont effectivement, bien sûr, offerts à travers nos différents contrats. Acte Épargne 2, donc pour le taux de rendement de 2024, il était de l'ordre de 3,60%, 4% pour notre solution Plan Épargne Retraite Individuelle LFM Perform, et puis bien sûr notre contrat historique, la RMC, donc la retraite mutualiste du combattant, avec 4,10% de rendement au titre des rentes. Ces taux de rendement figurent parmi les meilleurs taux du marché et nous permettent effectivement de glaner de nombreuses récompenses à travers la presse spécialisée, d'obtenir certaines distinctions qui vous permettent aussi de vous repérer à travers finalement les offres concurrentes. Donc bien sûr, nous avons des récompenses que nous glanons, je dirais presque historiquement et régulièrement, que sont par exemple les trophées du revenu, celui de mieux vivre votre argent. En tout cas, ça permet d'asseoir notre pérennité sur le sujet et finalement vous conforter dans les choix que vous avez fait de nous rejoindre. Donc ici, vous les voyez s'afficher. Deux sont vraiment emblématiques pour nous et surtout une nouvelle, celle de l'engagement responsable qui cette fois-ci effectivement met en lumière notre engagement en matière d'investissement d'actifs et du coup effectivement de vous offrir une épargne utile, éthique et durable. Et puis celle pour moi qui a peut-être le plus de valeur, celle du meilleur conseil épargne, effectivement, délivré par Challenge et retraite.com. Donc, c'est finalement un trophée qui récompense la relation adhérent, donc le service finalement proposé par nos conseillers. Voilà, merci en tout cas pour ces éléments. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous parler effectivement de la transmission du vivant et comment intégrer un horizon de long terme. Alors, bien sûr, j'ai voulu reparcourir quelques données importantes en termes de transmission patrimoniale. Déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'à peine 40% des ménages hériteront au moins une fois au cours de leur vie. Et peut-être plus intéressant, c'est de savoir que 19% seulement vont recevoir une donation et seulement 8% en effectueront une.
Pourquoi c'est assez important? Puisque les ménages concernés, en règle générale, seront mieux dotés en termes de patrimoine que les ménages qui n'en auront pas reçu. Donc effectivement, ici, on voulait vous illustrer à travers cette enquête qui émane de l'INSEE, qui date de 2020-2021 et qui a été publiée en novembre 2024, de mettre en lumière l'importance d'anticiper effectivement la transmission, puisqu'au final, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, finalement, c'est peu le cas. Alors, une autre information intéressante, c'est que bien sûr, effectivement, on va pouvoir hériter, on va pouvoir transmettre par le biais de la donation, mais on se rend compte aussi que statistiquement, cette transmission est plus tardive. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, 61% des ménages seulement ayant hérité, finalement, sont déjà âgés de plus de 60 ans et seulement 3,4% des ménages ont moins de 30 ans. Et puis l'autre information qui est assez intéressante de retenir, c'est qu'il y a aussi ce facteur de donation. Et finalement, quand on reçoit une donation, eh bien, on l'aperçoit entre ces 40 à 60 ans. Et effectivement, ça peut être intéressant à un moment donné quand on a des projets à constituer, mais peut-être que des fois, ces donations arrivent de façon un petit peu tardive et ça va être tout ce qu'on va développer aujourd'hui et ce soir pour vous présenter des solutions afin d'optimiser la transmission de votre patrimoine. Alors, en synthèse et à retenir, l'âge moyen finalement auquel on hérite en France est d'environ 50 ans, donc c'est un âge en forte augmentation, en lien avec l'allongement de l'espérance de vie. Il est effectivement finalement courant désormais d'être héritier dès lors qu'on est à la retraite et non pas pendant sa vie active. Et puis les donations finalement sont relativement rares. L'enjeu ici, c'est finalement la transmission qui implique, pour l'optimiser, d'anticiper cette situation future et puis de prendre des décisions en conséquence. Il faut savoir que 62% des Français, à travers une enquête IFOP, envisagent d'effectuer une donation, que près d'1 Français sur 10 sont prêts également à transmettre, non pas à leurs propres enfants, mais peut-être à leurs petits-enfants. Et puis, finalement, seulement 32% rédigent des testaments auprès d'un notaire. Donc, c'est finalement très peu pour prendre des dispositions et anticiper, du coup, effectivement, la situation qui s'avérera être celle au moment du décès. Alors, bien sûr, je l'ai dit, l'anticipation, c'est le mot-clé pour optimiser la transmission, mais pourquoi? 2 éléments à retenir. Au décès, le patrimoine réceptionné par l'héritier ou même le donataire va être amené à être taxé. Comme pour les revenus, finalement, ce patrimoine va être taxé selon un barème progressif. Nous avons des abattements et des avantages fiscaux qui viendront réduire cette base taxable. Donc finalement, pour optimiser sa succession, il faut transmettre au plus tôt afin de diminuer le patrimoine taxable. Et on voit bien effectivement qu'il est très progressif, mais qu'en ligne directe, on arrive quand même à des montants de 45%. Et puis, si effectivement on n'a aucun lien de parenté, ça c'est peut-être à souligner, on peut monter même jusqu'à 60%. Si on parle d'avantages fiscaux, il faut se rappeler que bien sûr les abattements indirects sont assez conséquents. Ils sont par contre effectivement existants en tout cas pour une durée minimum de 15 ans, c'est-à-dire qu'on ne pourra les reconstituer qu'à partir de cette date. Donc c'est pour ça qu'on soulignait l'importance effectivement de donner au plus tôt. L'avantage fiscal ne pourra être recouvert qu'à partir de ces 15 années écoulées. Donc, je fais simple, si effectivement vous avez 70 ans, vous pourrez de nouveau bénéficier des abattements à partir du moment où vous aurez 85 ans, d'où l'importance finalement peut-être de transmettre un petit peu auparavant. Donner, qu'est-ce que c'est? Rappel rapide en tout cas effectivement de cette définition et de cet acte. Une donation, c'est le fait pour une personne, donc le donateur ici, de transférer de son vivant la propriété d'un bien à un autre. Alors quand on dit un bien, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un bien immobilier, meuble ou autre. Donc il s'agit finalement d'un contrat par lequel le donateur va s'appauvrir volontairement et sans contrepartie. D'accord, donc il le fait effectivement de son propre gré, et surtout effectivement il le fait avec une intention libérale, avec un dessaisissement qui doit être immédiat et irrévocable. Si toutes ces composantes sont réunies, la donation pourra alors bénéficier de nombreux abattements. Peggy, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors pour ce qui est des abattements liés aux donations, on les voit à l'écran. Plusieurs abattements existent. On voit que le conjoint est exonéré jusqu'à environ 80 000 €. L'enfant bénéficie de chacun de ses pères et mères d'un abattement de 100 000 €. Le petit enfant d'un abattement de 31 865 € de la part de chacun de ses grands-parents, donc potentiellement de ses 4 grands-parents. Et l'arrière-petit-enfant d'un abattement de 5 310 €. Une précision, si le donateur, c'est-à-dire celui qui perçoit la donation,
a le statut handicapé, il bénéficiera d'un abattement supplémentaire de 159 325 €. Alors, ces abattements, ils existent. Tu le disais tout à l'heure, ils sont pourtant peu utilisés, puisque seuls 8% des ménages effectuent une donation. Pour quelle raison? Parce que la donation, elle est immédiate. Donc, on se dépouille immédiatement du bien et irrévocablement, contrairement à l'assurance vie ou au testament, où on va pouvoir modifier sa clause bénéficiaire ou son testament sa vie durant. C'est effectivement du coup un frein. Un frein, ouais. Et du coup, on indique ici que ces abattements sont cumulables avec d'autres. Lesquels sont les plus importants? Oui, alors il existe un abattement qu'on appelle don familial de somme d'argent, qui bénéficie d'un abattement de 31 865 €, qui est relaté à l'article 790 G du Code général des impôts. Par contre, celui-ci ne va pouvoir porter que sur une somme d'argent. Donc là, on va pouvoir transférer qu'une somme d'argent. C'est un don familial que l'on fait à son enfant ou petit-enfant, arrière-petit-enfant. Et si on n'a pas de descendants, le neveu, nièce ou ses propres descendants vont pouvoir bénéficier de cette exonération fiscale. Des conditions existent cependant, des conditions d'âge. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et celui qui perçoit doit être majeur. D'autres solutions? Un autre abattement existe. Il s'agit du don intergénérationnel, donc celui que l'on fait à son petit enfant. En fait, c'est l'abattement personnel que l'on a vu sur le schéma tout à l'heure. On le confond souvent avec le 790G parce que l'abattement est le même, il est de 31 865 €. Sauf qu'ici, il n'y a pas de condition d'âge, ni du donateur, ni du donataire. Et le don va pouvoir porter sur n'importe quel type de bien, pas seulement une somme d'argent, ça peut porter sur des bijoux, des tableaux, etc. Ici, c'est un petit peu plus large. C'est beaucoup plus large, oui. D'accord. Et effectivement, donc du coup, le conseil, c'est que cet abattement, finalement, bénéficie à chacun des petits-enfants, mais également à chacun des grands-parents. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir, potentiellement, le donataire, le petit enfant, va pouvoir bénéficier d'une donation exonérée jusqu'à 31 865 € de chacun de ses grands-parents. La petite attention, ce sera lorsque l'on fait la déclaration auprès de l'administration fiscale, bien se baser sous le bon article et ne pas confondre le 790G et le 790B pour bénéficier soit des deux abattements, si on est capable de les cumuler, soit du bon abattement. Et là, c'est peut-être aussi où il faut rappeler de ne pas hésiter à se faire accompagner finalement par un conseiller pour procéder au nécessaire et s'assurer qu'on utilise le bon article, en tout cas qu'on optimise encore une fois cette situation de son vivant. Très bien. Quelques autres recommandations peut-être sur le sujet quand on donne à un mineur? Oui, alors c'est une question qui nous est souvent posée par les grands-parents parce qu'ils estiment que leurs enfants ont suffisamment été allotis, soit par des donations précédentes, soit parce qu'ils sont suffisamment protégés par le biais de la future succession du parent, soit parce qu'ils sont dans une situation financière très à l'aise et que finalement ils n'ont besoin de rien. Donc, ils souhaitent protéger le petit enfant. Donc là, on va se baser sous les abattements dont on a parlé et la donation. Alors, une donation, ça doit être accepté par le donataire, par celui qui perçoit. Quand l'enfant qui perçoit est mineur, il va falloir que cette acceptation passe par ses représentants légaux, qui sont en principe ses pères et mères, mais elle peut également être acceptée par un autre ascendant, donc un autre grand-parent. Alors, bien sûr, pas celui qui donne, on ne peut pas être donateur et acceptant à la fois. Il faudra que ce soit un autre grand-parent, mais s'il n'y a pas une bonne entente familiale et qu'on ne peut pas recueillir l'accord des parents, on peut tout à fait passer par l'autre grand-parent qui signera l'acceptation de la donation en place des pères et mères. Finalement, ce mécanisme existe parce qu'il est dans l'avantage du petit enfant. Tout à fait, oui. Et c'est pour ça qu'il est autorisé par la loi. Très bien. Du coup, ça, ce sont finalement les solutions d'ordre légal. Donc, on utilise la donation, le don manuel
pour, encore une fois, transmettre ce patrimoine de façon optimale et dans le temps. Mais ici, vous êtes nombreux connectés et souvent titulaires d'un contrat qui est celui de l'assurance vie. Et vous allez voir, en tout cas revoir, que ce contrat est bien sûr taillé, est un outil de transmission précieux. Peut-être en maîtriser les contours, mais très vite, en tout cas, on revient sur cette fameuse fiscalité attachée au contrat d'assurance vie. Et puis, on détecte que, bien sûr, en cas de décès, grâce à la clause bénéficiaire, on va pouvoir désigner certaines personnes qui vont bénéficier du contrat au décès donc du coup du souscripteur, et puis que, bien sûr, ça va se faire dans des conditions fiscales optimales. Alors ici, ce qui est important de se rappeler, et on fait vraiment les grandes lignes, en tout cas de la fiscalité de l'assurance vie, on aura certainement l'occasion d'y revenir lors de prochains webinaires, il faut se rappeler qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous avez une fiscalité qui se distingue en fonction de l'âge de l'assuré, donc du souscripteur, donc votre âge au moment des versements. Et là, finalement, deux situations. Soit vous avez moins de 70 ans, donc c'est l'article 990I du Code général des impôts, pour ceux qui aiment bien effectivement avoir la documentation. Et on va prévoir dans ce cas-là, effectivement, que les capitaux versés subiront un abattement de 152 500 € par bénéficiaire avant d'être taxés. Dans un premier temps, à hauteur de 20% lorsque les capitaux transmis sont inférieurs à 700 000, puis au-delà, à hauteur de 31,25%. Donc on se rend compte en tout cas que pour les versements finalement avant 70 ans, on a déjà une bonne palette de transmission, puisqu'en multipliant à la fois les bénéficiaires et réalisant ces versements assez tôt, eh bien oui, on peut transmettre des sommes assez importantes sans taxation. Si on a plus de 70 ans, en revanche, la donne change un petit peu. Cette fois-ci, c'est l'article 757B du Code général des impôts qui va s'appliquer. Et on va avoir un abattement, cette fois-ci, tout contrat confondu pour l'ensemble des bénéficiaires, à hauteur de 30 500 €. Au-delà, ce sont les droits de succession qui s'appliqueront selon le lien de parenté entre le souscripteur, donc l'assuré, et bien sûr le bénéficiaire à titre gratuit du contrat. Mais le point qu'il est important de retenir, c'est que bien sûr, ce sont les intérêts et les plus-values qui sont exonérés cette fois-ci. Donc, ce qui peut, quand on verse effectivement à hauteur de ces 70 ans et qu'on a une espérance de vie, on a vu, qui s'allonge, donc parfois effectivement au-delà même des 85 ans, finalement, on peut avoir une enveloppe qui est transmise de façon assez importante, puisque les capitaux ne seront pas, les intérêts ne seront pas taxés, et seules les primes versées qui excéderont les 30 500 le seront. Alors, on oublie souvent aussi de rappeler qu'il existe des cas d'exonération. Le conjoint, le partenaire de PACS, les associations reconnues d'utilité publique ne sont pas fiscalisées, et également, dans certaines situations, le frère ou la sœur. Alors, pour que tout ça s'opère bien, on le répétera sans doute jamais assez, il faut effectivement prévoir une clause bénéficiaire qui soit suffisamment claire et précise. On indique souvent, en tout cas, de prévoir plusieurs bénéficiaires et plusieurs rangs, ainsi que de prévoir cette fameuse clause balai qui s'appelle souvent par à défaut mes héritiers légaux selon les situations. On peut prévoir également certaines conditions dans la clause bénéficiaire, et peut-être que tout à l'heure on y reviendra. Et en tout cas, effectivement, surtout, pensez à prévoir une répartition entre les bénéficiaires afin que vos volontés soient respectées. Et puis, pour rappel, bien sûr, cette clause est modifiable à tout moment. C'est pour ça que pendant votre vie, il est important de la revoir régulièrement. Un petit point, je dirais, important et précieux, et qui, dans cette logique de transmission et d'optimisation de transmission, aujourd'hui est finalement quelque chose de beaucoup utilisé. C'est le cas de la renonciation. Il faut savoir qu'effectivement, que dans une succession, en cas de décès prématuré, le mécanisme de la représentation va permettre à un héritier de venir à la succession finalement de son parent prédécédé ou renonçant. Ça, c'est quelque chose qui existe de par la loi. Donc, les enfants vont hériter finalement de leurs parents et par parts égales. Et ça sera le cas également si ces mêmes enfants décident de renoncer au profit de leurs propres enfants. Et cette représentation, en plus, joue à l'infini dans l'ordre successoral, donc c'est assez intéressant. Il faut se rappeler qu'effectivement, ce mécanisme qui est bien utile n'est pas automatique en assurance vie. Aussi, effectivement, il est important de prévoir dans vos clauses bénéficiaires, quand vous désignez vos enfants, voire même vos petits-enfants dans certains cas, de prévoir la représentation et le cas éventuel de la renonciation. Sinon, effectivement, ça ne viendrait pas à s'appliquer. Ou alors, si vous ne l'avez pas prévu, et ça, on a souvent la question effectivement qui nous est posée, c'est de savoir si on n'accepte pas le bénéfice du contrat, ce qui reste tout à fait un droit pour vous, est-ce que, effectivement, l'ordre des bénéficiaires
permettra de transmettre finalement les capitaux, peut-être à ses propres enfants. Ça, c'est effectivement des questions qu'il faut se poser. On le voit beaucoup. Et on le voit de plus en plus. On le voit beaucoup. La génération intermédiaire s'effacer au profit de leurs propres descendants parce qu'ils estiment qu'ils n'ont aucun besoin des capitaux décès de leurs parents. Tout à fait. Et donc, du coup, dans ce sens, Peggy, j'aimerais que tu nous parles un peu finalement de solutions pour permettre de passer d'une génération et transmettre ainsi peut-être de façon optimisée. On l'a vu, on hérite de plus en plus tard au final, bien souvent déjà à la retraite, donc dans des situations qui parfois ne nécessitent pas finalement d'obtenir des capitaux. Donc, comment fait-on pour passer une génération ? Alors, on peut tout à fait décider de transmettre son capital décès directement à son petit enfant, en le désignant bénéficiaire dans la clause bénéficiaire. Je vous rappelle que la clause bénéficiaire, elle est libre, donc il n'y a aucunement l'obligation de désigner son époux, épouse ou ses enfants bénéficiaires. Et l'assurance vie est le véhicule le plus adapté pour transmettre à son petit enfant. Pourquoi ? Parce que les abattements dont tu as parlé tout à l'heure, 152 500 € lorsque les versements ont été faits avant 70 ans et 30 500 € lorsqu'ils ont été faits après, vont pouvoir s'appliquer, alors que si l'on transmet par le biais de sa succession, malheureusement, le petit enfant ne bénéficie que d'un abattement de 1 594 €. Au-delà, il est taxé. Donc c'est quand même, la différence est quand même notable. Si votre petit enfant est mineur au jour de votre décès, bien sûr, il n'aura pas la capacité à accepter lui-même le bénéfice du contrat. Donc, l'acceptation se fera par le biais de ses pères et mères, qui sont ses représentants légaux. Et ce sont bien sûr eux qui administreront les sommes en leur qualité d'administrateurs légaux. Très bien. Petite question, ou plutôt sujet suivant. On peut être dans la situation, bien sûr, de vouloir favoriser immédiatement son petit enfant, mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est possible de finalement transmettre sur 2 générations ? Oui, alors on peut proposer par exemple une clause bénéficiaire démembrée sur 2 générations. Elle est souvent utilisée entre conjoints et enfants, mais on peut tout à fait l'imaginer entre enfants et petits-enfants. Donc là, dans notre situation, ici on voit Jean-Claude qui est le père de Martine et il est également le grand-père de Théo. Il souhaite que Théo bénéficie de ces fonds, mais sans léser Martine. Donc là, on va leur proposer une clause bénéficiaire démembrée. Martine va être désignée quasi-usufruitière et Théo sera désigné nu propriétaire de la somme. Donc ça va permettre en fait de protéger 2 personnes, mais à 2 moments différents, puisque le premier finalement bénéficiaire, celui qui va percevoir les fonds au décès de Jean-Claude, c'est bien Martine. Et Martine, elle sera libre d'utiliser ces fonds, on peut dire qu'elle est quasi propriétaire, puisqu'elle est libre d'utiliser ces fonds comme elle le souhaite sa vie durant. Donc elle peut décider de les placer sur un autre contrat d'assurance vie ou sur un livret quelconque. Et à son décès, donc au décès de Martine, cette somme sera transmise à Théo par le biais en fait d'une créance, puisque Théo ici, il est créancier de Martine. Et la dette de Martine, elle existe tout de suite, mais Théo ne va pouvoir la faire valoir qu'au décès de sa mère. Et pendant la vie de sa mère, eh bien, il a juste le droit d'attendre finalement. Donc ça permet à Martine d'être complètement libre de l'utilisation de ses fonds. Bien sûr, on peut encadrer cette clause bénéficiaire démembrée en indiquant que Martine, par exemple, aura l'obligation de verser ses fonds sur tel contrat, ou on peut imaginer une clause d'indexation parce qu'on sait que le démembrement va durer 20 ans ou 30 ans, parce que Martine est jeune. Donc là, évidemment, si Martine perçoit 100 € aujourd'hui, dans 30 ans, les 100 € pour Théo, ça ne vaudra peut-être plus grand-chose. Donc c'est bien d'encadrer la clause bénéficiaire démembrée comme ça. Si je reviens dessus, donc ça, ce que tu nous parles, la façon de l'encadrer, c'est ce qu'on appelle la convention de quasi-usufruit. Oui. Et pour nos auditeurs, nos adhérents qui nous écoutent aujourd'hui, donc pour rappeler ce qu'est rapidement et sans rentrer trop dans le détail d'un démembrement, finalement, le démembrement, c'est le fait sur un bien, en tout cas, de séparer
la jouissance de ce bien, de la propriété de ce bien. Oui, mais sur une somme d'argent, c'est beaucoup plus libre, disons, pour le quasi-usufruitier, puisque ce qu'il doit rendre à son décès, ça n'est qu'un équivalent. C'est ça. Donc, ça ne sera pas la même chose. Exactement. Il est libre d'utiliser, si par exemple, on lui transmet 100 €, le quasi-usufruitier va pouvoir faire ce qu'il veut de ces 100 €, mais à son décès, on va voir une dette dans la succession de Martine de 100 € qui sera due à Théo. C'est la différence donc, du coup, d'un démembrement, par exemple, qui porterait sur un bien immobilier, où là, les gens ont plus facilement l'habitude de se le représenter. Finalement, un démembrement sur une somme d'argent, puisqu'on va restituer un équivalent, effectivement, ce ne sera pas la même monnaie. Oui. Elles ne sont pas frappées, elles ne sont pas identifiées. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle de quasi-usufruit et non pas d'usufruit. Oui, quand on fait un démembrement sur un bien immobilier, c'est bien le même bien immobilier qu'on remettrait ici à Théo, bien sûr, et non pas son équivalent. Donc, c'était la petite subtilité. Par contre, on a vu, et du coup, c'est ce que tu évoquais, c'est que cette stratégie qui est opportune, et on n'est pas rentré dans le détail, mais du coup, fiscalement avantageuse, puisque la taxation se fera effectivement de façon différenciée de la réception en pleine propriété. Par contre, effectivement, présente l'inconvénient de différer peut-être excessivement la transmission à Théo. Oui, puisque tant que Martine est vivante, ici, Théo ne perçoit rien. Ne perçoit rien. Et potentiellement, d'un point de vue fiscal, sera peut-être amené à payer des droits. Complètement. La fiscalité va se calculer et va se payer au moment du décès de Jean-Claude, que ce soit la fiscalité éventuellement due par Théo ou éventuellement due par Martine. Alors c'est un peu dur parce que Théo ne perçoit rien au décès de son grand-père, mais il peut être redevable d'une fiscalité. Alors dans ce cas-là, on indique dans la clause que si fiscalité est due par Théo, elle sera payée directement sur le capital décès. Comme ça, c'est réglé et il n'y aura plus rien à régler à l'administration fiscale au décès de Martine. Effectivement possible de le prévoir ainsi et de limiter les effets. Et on le conseille. Voilà. Ou alors, il faut avoir la chance d'être dans les abattements. Là, auquel cas, il n'y a pas de question. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un moyen, finalement, de limiter l'effet de la clause démembrée et de permettre à Théo peut-être de bénéficier des capitaux un peu plus tôt et peut-être à un moment donné où ça sera plus intéressant pour lui? Oui, alors certains grands-parents, en fait, souhaitent privilégier leurs petits-enfants beaucoup plus tôt, sans attendre, en fait, ici, le décès de Martine qui peut arriver dans 30 ou 40 ans. Donc, on peut proposer une clause bénéficiaire démembrée non viagée. Alors, on peut imaginer, souvent c'est la demande des grands-parents, que Théo soit bénéficiaire en pleine propriété du capital décès à ses 25 ans ou à sa majorité. Donc là, on va prévoir que Martine va être quasi usufruitière jusqu'aux 25 ans de Théo seulement et non pas sa vie durant. Donc là, on limite complètement la durée du démembrement et Théo va pouvoir bénéficier des fonds bien plus tôt. Oui, ce qui est assez utile, du coup, on encadre finalement les sommes qui vont être transmises à quelqu'un qui ne pourrait pas en tout cas, qui n'aurait pas la capacité à les gérer, ou en tout cas pour qui on estime qu'il n'aurait pas. Et là, ça sécurise un petit peu, du coup, le grand-père. Et souvent, c'est vrai que dans les sujets de transmission, ce qu'on a peur, en tout cas, c'est effectivement cette transmission et comment elle va être utilisée par les jeunes petits-enfants, qu'ils soient mineurs ou pas, d'ailleurs, des fois, ou en tout cas, qui ne soient pas encore rentrés dans la vie active. C'est effectivement une préoccupation légitime. Beaucoup les grands-parents qui souhaitent vraiment privilégier leurs petits-enfants, mais ils ne veulent pas qu'ils dilapident cet argent qui a été durement gagné, potentiellement. Donc, dans une clause comme celle-ci, donc un démembrement non viagé, on va bien sûr devoir rédiger la clause en prévoyant les deux situations. Donc, l'enfant, disons le petit enfant qui a déjà atteint l'âge de 25 ans au décès du grand-père, et là, il percevra les fonds en pleine propriété directement, donc Martine serait complètement effacée, et la situation dans laquelle le petit-fils n'aurait pas encore l'âge de 25 ans au décès du grand-parent, et là, la fille Martine serait quasi usufruitière jusqu'au 25e anniversaire du petit-fils, et le petit-fils ne serait que nu propriétaire jusqu'à ses 25 ans. Très bien.
Pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on a vu les solutions finalement pour que, à terme, Théo puisse obtenir les capitaux, mais est-ce que un enfant mineur, du coup, peut souscrire directement un contrat d'assurance vie? Oui, alors là, on est dans une autre stratégie. On imagine que le grand-parent souhaite transmettre immédiatement. Donc là, le petit enfant, il n'est plus bénéficiaire, mais il est souscripteur assuré finalement. Donc, on va lui ouvrir à son nom, à lui, un contrat d'assurance vie. Et c'est tout à fait possible. Ça va permettre au petit enfant d'avoir déjà un contrat d'épargne, même s'il est mineur, d'assurer sa protection économique et de valoriser un capital sur le long terme. On va pouvoir alimenter le contrat d'assurance vie petit à petit. Pourquoi pas par des présents d'usage, on en parlera tout à l'heure. Ça va permettre également de prendre date afin que le petit enfant bénéficie des avantages fiscaux et notamment de l'abattement au-delà de 8 ans lorsqu'il fera des rachats plus tard. Et ça permet également aux parents de garder le contrôle sur le contrat d'assurance vie tant que le souscripteur est mineur. Et est-ce qu'il y a des points d'attention en la matière, du coup? Oui, alors si le souscripteur assuré est mineur, il va falloir la signature des 2 parents qui sont titulaires de l'administration légale de leur enfant pour signer le contrat d'adhésion. Bien sûr, le mineur ne va pas pouvoir signer le contrat d'adhésion lui-même. Donc ça sous-entend qu'il faut l'accord des 2 parents. Si l'accord des 2 parents n'est pas possible, malheureusement, il faudra faire appel au juge aux affaires familiales qui donnera ou pas son autorisation. Une précision concernant la clause bénéficiaire du mineur, là, elle n'est pas libre. Il va falloir indiquer obligatoirement mes héritiers légaux. Donc, imaginons que le mineur ait, par exemple, ses 2 parents vivants et des frères et sœurs. Et bien, si malheureusement il lui arrivait quelque chose, le capital décès serait partagé entre ses parents et ses frères et sœurs. Bien sûr, à ses 18 ans, il peut modifier sa clause comme il l'entend. Très bien. Du coup, peut-être un point, encore une fois, un sujet d'inquiétude lorsqu'on donne, c'est cette utilisation du coup des capitaux. Là, on a vu qu'on pouvait ouvrir le contrat directement aux mineurs, mais est-ce qu'il y a, un peu comme la clause démembrée non viagère, une façon d'encadrer finalement un peu ces capitaux ou la gestion de ceux-ci? Oui, l'inquiétude est la même. On veut bien donner à son petit enfant, mais on ne veut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus avec les fonds. Donc là, on va conseiller d'adjoindre finalement le don manuel à un pacte adjoint qui va encadrer le don et les pouvoirs de celui qui perçoit. Donc le pacte adjoint, ça n'est qu'un document très simple qui va relater en fait qui va encadrer, disons, le don manuel, indiqué par exemple, on peut imaginer une clause d'inaliénabilité des fonds jusqu'aux 25 ans de celui qui perçoit, et là l'enfant ne pourra pas utiliser les fonds jusqu'à ses 25 ans. Donc là, la clause d'inaliénabilité, effectivement, c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser les capitaux, voilà, de les rendre indisponibles. Il ne pourra pas faire de rachat, tout simplement. Concrètement, il ne pourra pas faire de rachat jusqu'à ses 25 ans. Donc, ça, on a un petit formulaire. La France Mutualiste propose un petit formulaire en guise de pacte adjoint qui va accompagner le don manuel. Donc, en fait, c'est très simple. Ça se fait en 5 étapes. Le donateur va d'abord réaliser le don manuel. Donc, il le fait soit par chèque, soit par virement. Il va signer le pacte adjoint en prévoyant l'obligation d'utiliser les fonds donnés et de les affecter à la souscription du contrat d'assurance vie qui est ouvert au nom du donataire, mineur ou pas. D'où le formulaire qu'on a mis en place pour faciliter un petit peu les démarches. C'est pas toujours évident, effectivement, de le faire seul. Oui, mais il peut être fait manuellement. Voilà. Le don manuel va devoir être déclaré auprès de l'administration fiscale. C'est en principe celui qui perçoit qui doit faire cette déclaration. Si les mineurs, ce seront ses représentants légaux, bien sûr. Le donataire, donc celui qui perçoit, va adhérer au contrat d'assurance vie et le pacte adjoint va formaliser les conditions
de ce don manuel et on va pouvoir prévoir une période d'indisponibilité des fonds. On va également pouvoir prévoir ou désigner un tiers administrateur. Donc, si je suis donateur, je peux me désigner moi-même administrateur des fonds et jusqu'à mon décès. Et là, je désigne une autre personne, un autre tiers administrateur qui sera chargé de gérer les fonds jusque, par exemple, aux 25 ans de l'enfant. Donc, finalement, le pacte adjoint, c'est associer le don manuel à l'assurance vie et finalement permettre aux grands-parents soucieux de l'épargne qu'ils confient à leurs petits-enfants de pouvoir encore une fois administrer cette somme, la gérer, la placer, la faire fructifier, puisque c'est l'objet généralement que l'on recherche, et puis toujours dans les conditions fiscales de l'assurance vie qui sont extrêmement avantageuses. Très bien. Et finalement, est-ce que je peux optimiser le pacte adjoint? Oui, alors le pacte adjoint, donc ça sous-entend qu'on fait un don manuel à l'enfant ou au petit enfant. Donc on va pouvoir alimenter le contrat d'assurance vie, par exemple, par des présents d'usage et échapper à toute taxation. Pour que ça échappe à toute taxation, ça veut dire que le présent d'usage n'est pas un don, ça n'est pas une donation, donc il doit être modique par rapport à sa fortune et être effectué à l'occasion d'un événement particulier comme un anniversaire, Noël, Pâques, mariage, etc. Donc bien le faire à la date anniversaire et se préserver la preuve qu'il s'agit d'un présent d'usage, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une remise en question de l'administration fiscale. Si le présent d'usage ne peut pas être utilisé, on utilisera les exonérations dont on a parlé tout à l'heure, des articles 790G et B du Code général des impôts, avec une exonération de 31 865 € chacun et cumulable entre eux, si les conditions sont respectées. Donc finalement, on voit des facilités pour transmettre son patrimoine, si tant est qu'on l'ait bien sûr anticipé. Ça a été le mot, je dirais le mot clé en tout cas de cette soirée. On arrive à la fin de ce webinaire, donc du coup je te remercie pour toutes ces explications. On espère bien sûr que ça vous a intéressé. Avant de passer aux questions, donc finalement ce qu'on souhaitait vous dire, c'est que bien transmettre, ça s'anticipe et potentiellement effectivement ensemble. En tout cas, la France Mutualiste a créé actuellement ce qu'on appelle des rendez-vous famille, donc un moment privilégié pour échanger avec votre conseiller habituel. Vous pouvez également bien sûr contacter notre plateforme de conseil à distance le cas échéant. N'hésitez pas, c'est un moment dédié où vous pourrez exposer votre situation personnelle et puis recevoir en tout cas le meilleur des conseils, ceux des conseillers de la France Mutualiste. Avant de conclure et de se quitter, je vous propose du coup, bien sûr, d'essayer de balayer quelques questions. Et du coup, je vais me connecter sur le chat pour voir effectivement ce qu'on a. On a beaucoup répondu, apparemment. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, du coup, hop, je reprends les favoris. Donc, oui, c'est ça. Une première, en tout cas, portait sur, donc on en remercie effectivement pour le webinaire, et en matière d'assurance vie, pourquoi effectivement on n'accepte pas les clauses à option et quelle est notre position par rapport aux clauses bénéficiaires avec démembrement. Donc je pense que sur le démembrement, en tout cas, on l'a exposé, on y est bien sûr. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pour les clauses à option, pour l'instant, effectivement, c'est une pratique assez nouvelle, assez rare, qui nécessite de l'encadrement. Je vous rappelle qu'effectivement, comme tous les assureurs, nous sommes soumis à la loi déshérence et souvent, effectivement, dans le cadre des clauses à option et dans leur rédaction, du coup, effectivement, la problématique est souvent le délai pour régler les capitaux. Et donc, du coup, voilà, exactement, et opter. Et donc, du coup, à aujourd'hui, bien sûr, on instruit le sujet. C'est une pratique qui se fait de plus en plus, qui n'est pas toujours, effectivement, la plus évidente en termes de rédaction. Et il faut, encore une fois, en matière de transmission, s'assurer finalement que les capitaux iront aux bonnes personnes et puis surtout, effectivement, que la clause est compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines rédactions, soit de clauses démembrées, soit, encore une fois, de clauses à option. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, je dirais, pour ce cas précis auprès de votre conseiller et puis on sera ravis, bien sûr, de l'accompagner le cas échéant. Après, il suffit de multiplier les contrats d'assurance vie. Chaque bénéficiaire peut accepter ou renoncer à l'un ou à l'autre. Tout à fait. De façon plus simple, on peut avoir des solutions palliatives et des fois peut-être plus faciles à organiser. Est-ce qu'il y a un âge limite pour une donation? Donc finalement, en dehors
de l'article 790 G, cette fois-ci, effectivement, on n'a pas de limite pour donner. On peut donner à n'importe quel âge, finalement. On peut donner à n'importe quel âge. On conseille toujours de le faire le plus tôt possible pour cette question du rappel fiscal de 15 ans et avoir la chance de voir cette exonération se reconstituer au bout de 15 ans. Mais il n'y a pas de condition d'âge pour les autres abattements que le 790G. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il est cumulable? La question était finalement de savoir si cet abattement était cumulable, donc 790B et 790G. Donc, la réponse était bien évidemment oui. Si les conditions sont remplies. Si les conditions sont remplies, bien évidemment. L'abattement sur le capital versé, donc sur le capital versé, donc dans le cadre de l'assurance vie, cette fois-ci, on nous demande si c'est l'anniversaire des 70 ans ou avant, ou est-ce que c'est révolu. Là, en la matière, c'est assez précis. Effectivement, le changement de fiscalité se fait dès les 70 ans. Donc, effectivement, il convient de verser la veille pour être sûr, effectivement, de se voir affecter la bonne fiscalité. Donc, voilà. Donc, ça, là-dessus, il faut être assez diligent et généralement anticiper, encore une fois, ne pas être sur le coup près. Et puis, souvent, d'ailleurs, parce qu'on a des cas, on a un cas récent où finalement, on est un peu pressé par le temps si on n'a pas suffisamment anticipé et on peut prendre une décision qui est peut-être pas toujours des plus à propos si on se précipite à faire un placement. Donc, voilà, il faut effectivement étudier la situation. Et une autre, mais cette fois-ci je ne comprends pas puisque c'est et pourquoi pas l'article 757 du CGI pour la donation aux petits enfants. Celle-ci je l'ai pas en tout cas. Alors, je pense qu'il parlait de l'abattement personnel du petit enfant. C'est ça. Bien sûr, il est applicable, il est bien applicable. sûr. Et il est cumulable avec le 790G. Et également. On va rebalayer quelques peut-être questions. Je vois qu'il y a une question entre frères et sœurs. L'article 790G est-il valable pour donation entre frères et sœurs? Non. Et non, malheureusement. Effectivement, on ne peut pas le savoir. Il y en a une autre pour le quid du PER comme outil de succession. Alors là, c'est vrai que nous n'avons pas traité le sujet. Il faut savoir que le PER, donc le plan d'épargne retraite individuel, alors il y a également plusieurs versions, des versions collectives, mais en tout cas pour le plan d'épargne retraite individuel, il est également sous un couvert de fiscalité avantageuse qui se rapproche de celle de l'assurance vie. Cette fois-ci, petite nuance, et je ne rentrerai pas dans le détail, on ne l'a pas exposé ici, parce que sinon l'intervention aurait été un petit peu trop longue, c'est qu'effectivement, la différence de l'assurance vie, ce n'est pas l'âge au moment des versements qui va compter, mais l'âge au moment du décès. Ainsi, si vous avez versé des capitaux avant vos 70 ans, mais vous décédez par exemple à 72 ans, la fiscalité qui vous sera appliquée sera celle de l'assurance vie, à savoir 757B, donc finalement l'abattement global, tout contrat confondu de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires et droit de succession au-delà. Bon, bien sûr, les intérêts, encore une fois, cette fois-ci seront exonérés. Le seul avantage qui est un peu notable par rapport à ce sujet pour le PER, c'est qu'il n'est pas soumis aux prélèvements sociaux. Donc, dans des stratégies de transmission, en fonction de l'objectif recherché, effectivement, il est possible d'utiliser le plan d'épargne retraite. Il est finalement un bon concurrent de l'assurance vie, mais sa fonctionnalité première est l'utilisation de cette enveloppe pour capitaliser et obtenir un capital disponible au moment de la retraite. Une question de droit international, alors ça me permet effectivement de rebondir sur le sujet. Donc, donation pour mon fils qui est expatrié en Autriche, comment faire? Alors, en règle générale, pour le domaine international, on préfère dire qu'on n'est pas spécialisé dans le domaine. On vous oriente en règle générale auprès des administrations fiscales. Il est possible de le faire, bien entendu, mais simplement, ça va dépendre de la fiscalité qui va s'appliquer, par exemple ici, pour le cas que vous citez auprès de l'Autriche. Donc, voilà, le cas échéant, voilà, on va vous renvoyer vers le notaire, ou en tout cas des experts du sujet. Il faut faire attention, il vaut mieux des fois consulter un juriste fiscaliste international. Ça peut aider. Je balaye encore quelques questions avant de couper ce webinaire. Je vois une question, peut-on transmettre par donation un contrat RMC?
Alors, bah ça c'est... Non. Alors, on ne peut pas transmettre par donation, par contre, et ça c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas c'est important de le rappeler, pour ceux qui ont constitué un contrat RMC avec des capitaux réservés, ce contrat historique à la France Mutualiste vous permet de bénéficier des mêmes avantages que le contrat d'assurance vie classique. Il a bien dans son volet d'essai, lorsque vous êtes aux capitaux réservés, effectivement, les mêmes avantages que l'assurance vie. Et petite spécificité, effectivement, à la France Mutualiste, encore une fois, je ne l'ai pas exposé ici par souci de temps, mais chez nous, ce sont les seuls contrats qui datent d'avant 1991 et qui bénéficient du coup d'une fiscalité extrêmement attractive, encore plus que celle qu'on vient de présenter, puisque sur ces contrats, finalement, on ne parle jamais de l'article 757B et on reste effectivement soit dans un cas total d'exonération, soit dans les limites du 990I lorsqu'on a passé les 70 ans. Donc un contrat effectivement avantageux que vous pouvez aussi utiliser pour l'assurance vie. Nous avons fait le tour des questions. S'il y en a encore certaines qui n'ont pas été traitées, ne vous inquiétez pas, bien sûr, on ne manquera pas de revenir vers vous. Ce webinaire a été enregistré et vous sera rediffusé. Vous aurez également, bien sûr, le support qui l'accompagne. Donc, nous vous invitons en tout cas à vous rapprocher de vos conseillers pour de plus amples explications. Si vous avez une situation personnelle particulière, ils seront là pour, bien sûr, vous aider à trouver des solutions. Donc, on vous remercie une nouvelle fois, bien sûr, de votre présence et nous espérons effectivement vous revoir très bientôt lors de notre prochain webinaire. Merci Peggy. Merci à tous. Merci à tous.